Le 1er février 1917, l'Allemagne reprit la guerre sous-marine à outrance. Les U-boats couleraient désormais sans avertissement, tout navire marchand se dirigeant vers l'Angleterre. Le calcul était simple. Si l'on envoyait par le fond environ 600 000 tonnes de navires par mois, la Grande-Bretagne, qui importait plus de 60% de sa nourriture, et le blé nécessaire à 4 pains sur 5, serait hors de combat en 5 mois environ. Et pendant un temps, ça marcha. Rien qu'en avril 1917, les U-boats coulèrent près de 860 000 tonnes. L'Amirauté mit ses pertes en regard du rythme de construction de nouveaux navires et en conclut que, si les bases sous-marines allemandes de la côte belge n'étaient pas prises, il était, je cite, « improbable que nous puissions poursuivre la guerre l'année prochaine ». Le problème, c'est que le premier convoi expérimental partit en mai et arriva presque intact, et les pertes commencèrent à redescendre à partir du pic d'avril. Donc, au moment où l'infanterie sortit des tranchées le 30 et un juillet et fonça droit dans les pires horreurs de cette guerre, l'urgence qui justifiait de l'envoyer était déjà en train d'être réglée par un simple changement dans la façon de faire naviguer les navires. L'autre grande raison qui poussa à cette bataille, c'est que l'armée française était en pleine mutinerie. Après des pertes terribles et une guerre qui s'éternisait bien plus que personne ne l'avait imaginé, les soldats protestèrent et cessèrent d'avancer. Ils restaient prêts à défendre leurs tranchées, mais refusaient désormais de se lancer dans des attaques inutiles et coûteuses. Le mouvement gagna environ la moitié des divisions d'infanterie françaises sur le front occidental, tandis qu'à l'autre bout de l'Europe, la Russie suivait la même trajectoire. Les Britanniques voyaient parfaitement ce que cela signifiait. Si la Russie se retirait, chaque division allemande stationnée à l'Est serait libre de venir à l'Ouest l'année suivante. Les Américains avaient bien déclaré la guerre en avril, mais ils n'étaient encore presque pas arrivés en France, ce qui laissait les Britanniques comme seule armée du front occidental encore en état d'attaquer, et peu être de changer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi quelqu'un devait attaquer. Le terrain choisi, le saillant d'Ypres, était avant-guerre une zone agricole. Sous une fine couche de sable et de limon se trouve de l'argile et la nappe phréatique est proche de la surface, même au cœur de l'été. Les champs étaient maintenus praticables par un système de ruisseaux et de fossés entretenus depuis des siècles. Parce qu'une fois cet entretien arrêté, l'eau n'a plus nulle part où aller et la terre redevient marécage. Ypres se trouve à environ 20 m au-dessus du niveau de la mer et Passchendaele, à l'extrémité du saillant, à 50. C'est la hauteur dominante, un 30 m de dénivelé sur 8 km. Sur un terrain aussi plat, c'est énorme, parce que d'en haut, on voit chaque route, chaque position de pièce, chaque homme qui bouge dans le bassin en contrebas, et les Allemands s'y installaient depuis 1914, en regardant Ypres d'en haut. Avant l'attaque principale, un élément du plan fonctionna. Pour sortir à l'est d'Ypres, les Britanniques devaient d'abord prendre la crête de Messine, au sud, car tant que les Allemands la tenaient, ils pouvaient voir le flanc de n'importe quelle attaque et y tirer. Des mineurs creusaient sous les lignes allemandes depuis 1915 et les Allemands creusaient en retour pour tenter d'effondrer les tunnels. Puis, le 24 mai 1917, l'officier allemand chargé du minage signala que le danger d'une attaque britannique par mine était écarté et qu'il n'y avait, je cite, « aucun danger de ce côté-là ». Pourtant, 2 semaines plus tard, le 7 juin à 10h03, 19 mines explosèrent d'un coup le long de la crête, et celle-ci fut prise en environ 3 heures. Plumet, le commandant de la 2 armées, venait de s'emparer de la crête et voulait continuer pendant que les Allemands d'en face étaient encore sonnés. Haig, le commandant en chef en France, refusa parce que l'attaque principale était fixée à la fin de juillet. Il s'écoula donc 7 semaines et demie et les Allemands passèrent chacune de ces journées à se préparer. Au lieu d'une ligne continue de tranchées attendant d'être écrasée par l'artillerie, la zone avancée devint un semis de petits blocos en béton que les Britanniques surnommèrent « pillbox », des murs d'1 à 2 mètres d'épaisseur, tenus chacun par une poignée d'hommes et disposés de manière à se couvrir mutuellement.
Les barbelés n'étaient plus là pour arrêter les hommes, mais pour les canaliser, les forçant à entrer dans des couloirs déjà battus par les mitrailleuses. Eh bien, en arrière, hors de vue derrière la crête, se trouvaient les canons et les divisions Ingriffes, dont le rôle était de rester hors du combat jusqu'au moment où les Britanniques auraient pris un bout de terrain, puis d'arriver pour le leur reprendre avant qu'ils n'aient pu s'y enterrer. Tout était conçu en partant du principe que l'attaquant passerait quand même, puis tout était bâti autour de ce qui lui arriverait après. Et après Messines, côté allemand, personne n'avait besoin de deviner où allait tomber le coup. Dans la nuit du 12 juillet 1917, 19 jours avant l'attaque prévue, les canons allemands tirèrent sur les positions britanniques autour d'Ypres un nouvel obus marqué d'une croix jaune. Environ 50 000 obus tombèrent cette nuit-là, transportant quelques 125 tonnes de ce qu'on allait appeler le gaz moutarde. Son fonctionnement était différent des gaz, déjà connus des Britanniques. Le chlore et le phogène formaient des nuages. Ils se déplaçaient avec le vent. Ils blessaient ou tuaient ceux qu'ils touchaient. Et une fois dispersés, le terrain redevenait praticable. Le gaz moutarde, lui, était un liquide huileux. Quand l'obus éclatait, il pulvérisait ce liquide sur le sol et sur tout ce qui s'y trouvait. Puis, il y restait. C'était le but. Comme les Allemands l'utilisaient pour empoisonner le terrain, ils n'avaient aucune intention d'attaquer à travers, et tout l'intérêt était de le rendre inutilisable pendant des jours. Les hommes dans la zone visée ne comprirent même pas qu'ils avaient été touchés, parce que les obus tombaient avec un léger plop, et non un fracas. Et le gaz moutarde ne fait pas mal au contact. Il y avait juste un peu d'irritation dans le nez, quelques éternuements, et c'était tout. Les hommes remirent donc leurs masques de côté et s'assirent sur un sol qui en était couvert. De toute façon, le masque ne les aurait pas beaucoup aidés, puisqu'il protégeait les yeux et les poumons, alors que le gaz moutarde traverse le tissu de l'uniforme et brûle la peau en dessous. Les dégâts n'apparaissaient clairement qu'une heure ou deux plus tard. Les yeux brûlaient et enflaient, les hommes vomissaient et la peau rougissait puis se couvrait de cloques. Le pire de tout, c'était là où un homme avait transpiré. Les aisselles, les fesses, les organes génitaux. Chez ceux qui avaient respiré les vapeurs, cela attaquait aussi la gorge et les voies respiratoires, en décapant les muqueuses, ce qui tournait en bronchite, puis en pneumonie, et c'est cela qui tua la plupart des victimes. Les atteintes aux yeux faisaient gonfler les paupières jusqu'à les fermer complètement, si bien que les blessés arrivaient au poste de triage aveugle, marchant en file, chacun posant la main sur l'homme devant lui, guidé par un brancardier. Les 13 et 14 juillet, 4 postes de triage derrière Ypres reçurent à eux seuls plus de 2100 hommes, dont 95 moururent. Au cours des 3 semaines suivantes, environ 14 000 soldats britanniques furent admis à cause du gaz moutarde et près de 8 000 venaient de la 5e armée, celle qui devait lancer l'assaut. C'est plus de victimes des gaz en 3 semaines que les Britanniques n'en avaient subi sous les obus chimiques pendant toute l'année précédente. Il n'existait aucun traitement parce que, une fois le liquide absorbé, rien n'inverse les dégâts. Il fallait seulement retirer l'uniforme contaminé, laver l'homme, le rhabiller, puis attendre que les brûlures cicatrisent, ce qui prenait en moyenne 46 jours. Plus des 3/4 d'entre eux durent être évacués plus en arrière, vers les hôpitaux de l'arrière. Donc chacun de ces hommes était hors de combat pour environ 1 mois et demi, et le terrain restait dangereux longtemps après la fin des bombardements. La lumière du soleil faisait s'évaporer le liquide, si bien qu'une position apparemment inoffensive dans l'obscurité pouvait devenir dangereuse au lever du jour. Une fois que le sol se mettait à dégager des vapeurs, et par temps froid cela pouvait rester dans la terre pendant des semaines, il empoisonnait ensuite quiconque le remuait. Rien de tout cela n'arrêta l'offensive, parce qu'à ce moment-là, les Britanniques avaient rassemblé la plus forte concentration d'artillerie qu'ils aient jamais alignée en un seul endroit derrière Ypres, et elle avait déjà commencé à tirer. Le bombardement avait commencé le 16 juillet, et il dura 2 semaines. Ils tirèrent environ 4,25 millions d'obus depuis quelques 3000 canons sur un front de 18 km, soit à peu près un canon tous les 5 mètres, et plus de munitions que les Britanniques n'en avaient jamais réunies pour une seule préparation. Le but était double, couper les barbelés allemands et briser le béton. Les barbelés furent en grande partie sectionnés, mais le béton, lui, fut à peine entamé.
parce qu'un béton aussi épais résiste à tout, sauf à un impact direct d'un gros obusier. Et pour envoyer un obus pile sur quelque chose d'aussi petit, il faut le voir et corriger son tir. Les Allemands tenaient les hauteurs, donc l'observation britannique sur ce champ de bataille était médiocre et un grand nombre d'obus tombèrent sur du vide. Pendant ce temps, les canons allemands tiraient des explosifs et du gaz moutarde sur les batteries britanniques, et ces servants ne pouvaient pas être relevés parce que le programme de tir devait rester à l'horaire. Après 2 semaines, la défense allemande tenait toujours. L'attaque fut lancée à 3h50 du matin, le 30 et 1 juillet, dans l'obscurité, sous un plafond bas et continu. Au nord, les gardes et les Français progressèrent de plus de 2,5 km pour environ 1300 pertes côté français, en partie parce qu'ils disposaient d'une artillerie très lourde derrière eux et en partie parce qu'ils attaquaient là où les positions allemandes étaient les plus faibles. Au centre, ils allèrent encore plus loin, environ 2 km, à travers la 3e ligne allemande. Au sud, sur le plateau de Göllewelt, l'avance ne fit qu'environ 900 mètres avant de s'arrêter. Les observateurs d'artillerie allemands, postés sur ce plateau, pouvaient voir toute la moitié britannique du champ de bataille. Tant qu'ils le tenaient, chaque attaque britannique suivante se faisait sous le feu de canon réglé par des hommes qui voyaient exactement ce qu'ils visaient. La 5e armée prit environ 47 km² ce jour-là et plus de 5500 prisonniers. Le 31 juillet et les 3 jours qui suivirent coûtèrent à eux seuls environ 27 000 pertes à la seule 5e armée, dont près de 3 700 morts, et la 2e armée en perdit encore 4 800. Le 4 août, après 4 jours de pluie, Haig déclara au cabinet que l'attaque était un succès et que les pertes étaient légères pour une bataille de cette ampleur. Tard ce premier matin-là, des régiments de 2 divisions allemandes montèrent au-dessus de la crête de Passchendaele et commencèrent à marcher vers les combats. C'étaient les divisions qu'on avait justement gardées hors de la bataille pour ça. À 14 heures, leur propre barrage roulant s'ouvrit le long du secteur où les Britanniques avaient le plus avancé. 6 vagues d'infanterie allemande surgirent derrière, en remontant l'éperon de Zonnebeke, et leur aviation vola bas au-dessus des Britanniques pour les bombarder et les mitrailler. Les 3 brigades britanniques les plus avancées combattaient depuis l'aube. Elles étaient clairsemées et dispersées sur un terrain qu'elles venaient à peine de prendre, et la pluie était tombée, si bien que leurs observateurs d'artillerie ne pouvaient plus voir assez loin pour amener le feu là où il fallait. Ils furent rejetés de tout ce qu'ils avaient gagné, jusqu'à la ligne qu'ils avaient prise dès le matin, et quand ils y arrivèrent, ces 3 brigades avaient perdu 70% de leurs hommes. Donc, la plupart des hommes perdus ce jour-là l'avaient été après la fin de l'avance, dans les heures passées à essayer de conserver ce qu'ils avaient pris, et ils devraient reprendre ce même terrain plus tard. La pluie commencée cet après-midi-là ne s'arrêta pas pendant 4 jours. Le mois d'août fut l'un des plus humides depuis 75 ans. Les drains ayant disparu, les cratères d'obus se remplirent, puis finirent par se rejoindre. Et un paysage déjà labouré de trous superposés se transforma en lac peu profond, avec quelques bosses de terre fermes au milieu. On ne pouvait ni creuser une tranchée, ni marcher en ligne droite, parce qu'il n'y avait tout simplement rien de solide sous les pieds. C'est cette image que tout le monde garde de Passchendaele. On avançait sur ce terrain par des chemins de caillebotis, larges de 2 planches. Un homme qui glissait hors d'un caillebotis en portant 27 kilos d'équipement ne remontait pas toujours, et le sortir demandait à 2 ou 3 autres de le tirer par les bras s'ils pouvaient seulement l'atteindre. Et il existait un ordre permanent dans toute l'armée britannique interdisant de s'arrêter pour aider les blessés pendant une avance. Parce que si une attaque s'interrompt pour porter ses victimes, alors la moitié de ses fusils cesse d'avancer. Donc, un homme touché rampait dans un trou d'obus, ce qui était la chose logique à faire, puisqu'un trou d'obus est un abri. Puis l'eau montait dedans, les bords s'effondraient, et il ne pouvait plus en sortir. Il existe un témoignage, là, dessus. Un sergent de la rifle brigade entendit des cris venir d'un cratère et trouva un homme dedans, déjà enfoncé jusqu'aux épaules. Ils alignèrent leurs fusils bout à bout pour en faire une chaîne à laquelle ils puissent s'agripper, et ce n'était toujours pas assez long pour l'atteindre.
Il leur demanda de le tuer, mais aucun n'y parvint. Alors ils restèrent avec lui et le regardèrent disparaître sous l'eau. Et il y eut des hommes dans un pillbox capturé qui entendirent, une nuit, les hommes dehors s'enfoncer de la même manière. Ils passèrent toute la nuit à soulever des caillebotis et à les pousser dans la boue, essayant d'offrir à ces hommes quelque chose de solide sur quoi reposer pour qu'ils cessent de couler. Cette boue était aussi pleine de bactéries parce que ces terres étaient cultivées depuis le Moyen Âge et que les paysans y répandaient du fumier depuis toujours, animal comme humain. Le fumier transporte des bactéries qui vivent sans oxygène et leurs spores peuvent rester dans le sol pendant des décennies. L'une donne le tétano, l'autre la gangrène gazeuse. Donc, quand les bombardements retournaient toute cette terre et la projetaient en l'air, elle retombait sur des hommes qui y vivaient, y dormaient et en étaient couverts jusqu'à la taille. L'infection venait généralement des vêtements de la victime elle-même. Quand un éclat traverse un homme, il entraîne avec lui dans la plaie l'uniforme crasseux avec la terre et le métal. Il y a donc du tissu contaminé en profondeur dans sa jambe, au cœur d'une poche de tissu mort sans apport sanguin. L'oxygène n'y arrive plus et les globules blancs non plus. C'est exactement ce qu'aiment ces bactéries. Elles se multiplient dans le muscle mort. Elles produisent des toxines qui tuent le tissu autour d'elles et du gaz qui progresse le long du muscle et ouvre la voie à l'infection. Tout cela peut se produire en quelques heures. Il n'y avait pas d'antibiotiques, donc le seul traitement consistait à découper. Il fallait retirer chaque parcelle de tissu mort jusqu'à atteindre un muscle qui saigne encore. On enlevait le tissu et le métal, puis on laissait la plaie ouverte, parce que la suturée, c'est créer justement la poche sans oxygène dont les bactéries ont besoin. Même fait correctement à l'hôpital, environ un quart des cas de gangrène gazeuse finissaient tout de même par la mort. À elle seule, l'armée allemande en perdit environ 100 000 hommes. Et tout cela dépendait du fait d'emmener un homme chez le chirurgien en quelques heures, avant que le tissu mort ne soit trop avancé pour qu'on puisse encore le découper. Le sol ici n'était pas différent de n'importe quel autre sur le front occidental, puisque ces mêmes terres agricoles fumées s'étendent à travers la Belgique et le nord de la France, et que la Somme se bâtit sur la même terre. Mais à Ypres, il fallait désormais beaucoup plus de temps pour évacuer un blessé du champ de bataille. Une civière est conçue pour 2 hommes. Dans des conditions normales sur le front occidental, on en utilisait 4, afin que les porteurs puissent se relayer et se reposer. Ici, il en fallait 6, et dans les pires secteurs, 8. Les porteurs s'enfonçaient eux aussi, et un matin, il fallut envoyer une équipe de pionniers avec des cordes pour tirer des brancardiers embourbés hors de la boue. 4 hommes portant une civière sur 5 km vers l'arrière prenaient environ 4 heures, et une équipe mit 10 heures pour déplacer un seul blessé sur 400 mètres. Un bataillon comptait 16 brancardiers pour environ 1000 hommes, et ils emportaient les blessés par les mêmes 2 planches que les munitions, les rations et les renforts empruntaient pour monter. Plus tard dans la bataille, un simple soldat néo-zélandais écrivit chez lui à propos de ce qu'ils trouvèrent en avançant sur un terrain où une attaque précédente avait échoué. Ils trouvèrent des blessés britanniques encore là où ils étaient tombés, dans la boue et la pluie, depuis 4 jours et 4 nuits. Ceux qui étaient encore vivants l'étaient en prenant les rations et les gourdes des morts autour d'eux. L'armée comprenait très bien le problème et en juillet 1917, elle essaya d'y remédier. Elle plaça 3 postes de triage tout à fait en avant, au niveau d'une gare de triage à Brandhoek, à quelques kilomètres derrière le front, et en fit un centre spécialisé pour les blessures de ventre et de thorax. Ainsi, un homme touché à l'abdomen pouvait être opéré rapidement au lieu d'être transporté jusqu'à l'arrière. L'infirmière responsable de l'un d'eux, Kate Leward, appela cela une expérience de sauvetage de vie. Le problème, c'est que, quelques kilomètres derrière le front, à Ypres, cela reste largement à portée des gros canons allemands, et cet endroit précis avait des voies ferrées et des dépôts de munitions à proximité. C'est exactement ce que l'artillerie vise. Ils furent donc bombardés à répétition tout au long du mois d'août et la chirurgie dut être redéplacée hors de portée, ce qui la rapprochait encore davantage des blessés. En 1917, les postes de triage autour d'Ypres donnaient du sang de façon courante à l'aide de kits portatifs conçus pour cela, et le sang était correctement typé et croisé.
On l'administrait à des hommes qui se vidaient de leur sang et entraient en état de choc. Des hommes qui, 1 ou 2 ans plus tôt, auraient été laissés de côté comme irrécupérables. Ils ne pouvaient toutefois pas conserver du sang à l'avance, pas encore. Le premier sang conservé n'arriva que des semaines plus tard, à Cambrai, en novembre, dans une autre bataille. Donc, à Ypres, on pouvait donner du sang à un homme, mais seulement s'il y avait quelqu'un pour le lui prélever. C'est ce qui arrivait aux hommes touchés. Les autres devaient continuer à survivre là, dehors. Et la première chose qui vint à manquer, ce fut l'eau. Un homme en ligne avait une gourde, et quand elle était vide, il attendait. Tout ce qu'il buvait ensuite devait lui être remonté de l'arrière, toujours sur ces mêmes 2 planches, de nuit, sous les obus. Cela arrivait dans des bidons d'essence, parce que c'était ce que l'armée avait en quantité. Donc l'eau arrivait avec un goût d'essence, peu importe le rinçage du bidon. Et si le groupe qui la transportait était pris en route, ce qui arrivait, alors rien n'arrivait du tout, et les hommes attendaient le suivant. Ils avaient de l'eau tout autour d'eux, et vous savez déjà ce qu'il y avait dedans, puisque le gaz moutarde restait des jours dans ces cratères, avec les morts dedans aussi. Pourtant, la soif devint si forte que des hommes y buvaient quand même. Il y avait de quoi nourrir les rats, alors ils engraissaient et se mirent à mordre même les hommes encore vivants. Pratiquement chaque homme avait des poux dans les coutures de son uniforme, et il véhiculait la fièvre des tranchées. En 1917, les Britanniques avaient pour l'essentiel vaincu le pied des tranchées, et l'une des raisons était une règle disant qu'aucun homme ne devait rester plus d'1 jour et demi dans un secteur noyé. Mais cette règle supposait un front fait de tranchées, de lignes de soutien et d'un arrière sec où renvoyer les hommes. Ici, il n'y avait que des trous d'obus, et les hommes y restaient des jours entiers, parce qu'il n'y avait rien d'autre où s'asseoir. Et rester aussi longtemps debout dans l'eau froide finit par faire lâcher la circulation dans le pied. Il s'engourdit d'abord, si bien que les hommes ne sentaient souvent rien, même quand leurs orteils étaient déjà morts. Ils ne le comprenaient qu'une fois sortis, en se réchauffant, mais alors, il était déjà trop tard. Une fois les routes à l'est d'Ypres défoncées, chevaux et mulets étaient le seul moyen d'amener les obus jusqu'à proximité des canons. Les pauvres bêtes entraient dans un cratère inondé et s'y noyaient, encore harnachés à leur charge. Les sortir demandaient des hommes avec des cordes, à découvert sous les obus, s'il restait du temps, et souvent, il n'y en avait pas. Celles qu'on ne pouvait pas récupérer étaient abattues, et les colonnes repartaient sur les mêmes traces la nuit suivante, en passant devant les animaux de la veille, parce que les canons avaient besoin d'obus, et qu'il n'existait aucun autre moyen de les déplacer. Et puis, il y a le passage d'un message à travers ce terrain. L'armée fonctionnait avec des lignes téléphoniques et télégraphiques enterrées, et on ne peut pas enterrer de câbles dans un marais. Donc, dès que le terrain cédait, les lignes étaient coupées plus vite qu'on ne pouvait les réparer. Il ne restait plus que les coureurs, des hommes transportant des papiers à travers un terrain découvert sous l'artillerie, les snipers et les mitrailleuses. Et ils se faisaient tuer, alors on revint aux pigeons. Ils assurèrent environ 1/3 de tous les messages pendant toute la bataille. On utilisa aussi des chiens quand le temps était trop mauvais pour que les pigeons volent. Mais souvent, les états-majors de l'arrière regardaient leurs cartes sans avoir la moindre idée de ce qui se passait au front, parce que personne n'arrivait à faire passer un message. La toute fin août, puis septembre, arrivèrent secs, et le sol se raffermit assez pour permettre d'avancer les lourds canons. Haig retira alors finalement l'effort principal à Gough pour le confier à Plumer, avec 2 mois de retard par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Plumer n'essaya pas de percer. Il choisit un petit morceau de la ligne allemande, le frappa de tout ce qu'il avait et envoya l'infanterie pas plus loin qu'environ 1400 mètres à l'intérieur. Puis, ils s'arrêtèrent et creusèrent là où ils étaient, et une nouvelle vague passa au travers d'eux pour prendre la tranche suivante. Ensuite, les canons furent avancés et tout recommença. On appela cela le « bite and hold », mordre et tenir. L'idée était que l'infanterie n'aille jamais plus loin que ce que son artillerie pouvait couvrir. Ainsi, quand la contre-attaque allemande arrivait, comme elle arrivait toujours, elle tombait sur des hommes retranchés et correctement soutenus, au lieu d'une ligne épuisée au bout de son avance. Ça marcha. Le 20 septembre, sur la route de Menin, puis de nouveau le 26 à Polygon Wood,
Les Britanniques et les Australiens prirent ce qu'ils visaient et le tinrent ensuite contre tout ce que les Allemands leur renvoyèrent. Menin Road coûta environ 5000 pertes australiennes. À Polygon Wood, la 5e division australienne perdit entre 3000 et 5500 hommes. Si cela coûta autant, c'est à cause de ce que l'infanterie devait faire pour prendre le terrain. Parce que l'artillerie ne pouvait pas détruire un pillbox, alors les hommes devaient aller jusqu'à lui. De petits groupes contournaient par les côtés et l'arrière, nettoyant au fur et à mesure les nids de mitrailleuses sur les flancs à la bombe et à la baïonnette. Un servant de Lewis tira sur l'embrasure pour empêcher le mitrailleur allemand d'avoir la tête dans sa ligne de visée. Puis quelqu'un courut sur les derniers mètres jusqu'au mur et essaya d'introduire une bombe dans la fente par laquelle la mitrailleuse tirait. Une fois un pillbox encerclé, il se rendait généralement, et c'était le moment le plus dangereux. Dans un combat pareil, une partie de la garnison pouvait décider qu'elle en avait assez, tandis que d'autres continuaient à tirer, sans que les uns puissent dire aux autres ce qu'ils avaient décidé. C'est ce qui arriva le 20 septembre. Les Allemands du rez-de-chaussée d'un pillbox à 2 étages se rendirent. Puis un coup partit de l'étage supérieur, tiré par des hommes qui ne savaient pas, et il tua un Australien. Les hommes autour du pillbox prirent cela pour une trahison et bâillonnèrent tous les prisonniers qu'ils venaient de faire. Et puis il y a ce qui arriva aux hommes qui craquèrent là-bas, parce qu'ils furent nombreux, et l'armée n'avait aucune place dans sa logique pour un homme dont les nerfs avaient lâché. Cela ne comptait pas comme une blessure, cela comptait comme un crime. Donc, un homme incapable de se forcer à avancer était jugé pour cela, et certains furent fusillés à quelques kilomètres en arrière de ce même champ de bataille, dans une cour derrière l'hôtel de ville de Poperinghe. Le sergent John Wall, des Worcesters, soldat depuis 1912, fut fusillé le 6 septembre pour avoir refusé de mener ses hommes. Le simple soldat Herbert Morris, du British West Indies Regiment, fut fusillé le 20, à 17 ans, et ce même mois, cela éclata aussi ailleurs, à Heathfeld, le camp de base où l'on entraînait les remplaçants pour cette bataille, quand un policier militaire abattit un caporal dans la rue et que tout le camp se retourna contre la police. Il fallut 3 jours et une force armée amenée de l'extérieur pour rétablir l'ordre, et les hommes qui s'étaient révoltés furent renvoyés au front. Le 4 octobre, 12 divisions attaquèrent la crête de Broadside. Les Allemands avaient prévu leur propre attaque pour ce même matin, sur ce même terrain. Donc leur barrage tomba, alors que les Australiens étaient encore entassés dans leur position de départ, en train d'attendre. Et environ 1 Australien sur 7 qui avançait ce matin-là fut touché avant même que l'attaque ne commence. Ils prirent malgré tout la crête. 5000 prisonniers descendirent la ligne et l'histoire officielle allemande qualifia le 4 octobre de jour noir pour leur armée. Cela ébranla suffisamment leur commandement pour qu'ils commencent à planifier un repli, et ce repli aurait signifié abandonner la côte belge, ce qui était précisément l'objectif au nom duquel toute l'offensive avait été défendue. Cette journée coûta près de 1300 morts australiens et environ 6500 pertes au total, et la 3e division australienne en absorba plus de 3000 en 24 heures. À la fin du mois, octobre 1917 avait coûté près de 20 000 Australiens, ce qui en fait le mois le plus sanglant de toute l'histoire militaire de ce pays. La pluie recommença les 7 et 8 octobre, et elle emporta la seule chose qui faisait fonctionner la méthode de Plumer. Les canons ne pouvaient plus être amenés en avant, et ceux déjà avancés peinaient à tirer parce qu'un canon de campagne a besoin d'une base ferme et qu'après quelques coups, le recul l'enfonçait dans la boue. Il fallait donc le déterrer et le réinstaller avant de tirer. Ce même barrage roulant, qui avait guidé l'infanterie vers ses objectifs en septembre, tombait désormais trop court, ou trop loin, ou disparaissait dans une boue qui absorbait l'explosion. Les barbelés devant la crête de Passchendaele n'étaient pas coupés, et la météo avait rendu l'avantage aux Allemands, puisque ceux-ci se repliaient vers un terrain qui n'avait pas été labouré, alors que les Britanniques devaient tout traîner à travers la zone déjà détruite. Donc, le grand repli qu'ils avaient commencé à envisager après Broadside, celui qui aurait abandonné la côte, n'eut jamais lieu. Et les hommes avancèrent quand même le 9. La 2e division australienne prit son premier objectif, puis fut rejetée jusqu'à sa ligne de départ pour 1200 pertes.
La journée coûta environ 12 000 hommes sur tout le front, et les Allemands tenaient toujours les abords de la crête. Une compagnie de chars fut envoyée le même jour sur la route de Saint-Julien à Poelcapelle parce que cette vieille chaussée pavée était la seule surface du secteur capable de supporter leur poids. Et tous les servants allemands à portée le savaient. Le char de tête fut mis hors de combat, et cela suffit à arrêter l'opération, parce qu'un char en panne sur une route surélevée, avec le marais de chaque côté, bloque tout ce qui le suit. Celui derrière tenta de le contourner, sortit de la chaussée et s'enlisa. Celui d'après s'arrêta, et celui d'après aussi. 6 chars finirent empilés les uns contre les autres au même endroit, et l'artillerie allemande les détruisit un par un. La plupart des équipages furent tués ou blessés, et aucun des chars engagés ce jour-là ne fut récupéré. Les carcasses bloquaient désormais la seule route d'approvisionnement vers les hommes de l'avant, si bien qu'une équipe de récupération sortit nuit après nuit sous les obus pour faire sauter ses propres chars à la nitrocellulose. Il fallut environ 1 semaine pour dégager la route. Aucun char ne fut plus utilisé dans le secteur d'Ypres. L'un des chars laissés à Poelcapelle devint, dans les années 1920, une étape pour les familles britanniques venues visiter les champs de bataille, et il y resta jusqu'en 1941. Les messages reçus au quartier général de la 2 armées à partir du 9 octobre étaient les premiers, envoyés alors que quelques unités avaient réellement gagné du terrain avant que les contre-attaques allemandes ne le leur reprennent. Les câbles étaient coupés et les coureurs ne passaient pas, donc rien de plus tardif n'arrivait pour corriger ces rapports. Plumer lut ces comptes rendus, conclut qu'une ligne de départ suffisamment bonne avait été prise sur la crête et transmit cela à Haig comme un fait. Le soir du 9, alors que les blessés de la matinée gisaient encore sur le versant, ils préparèrent l'attaque suivante. Celle-ci fut lancée le 12 octobre à 5h25 du matin, dans une bruine qui tourna à la pluie battante. La division néo-zélandaise fut envoyée sur Bellevue-Spur et les barbelés y étaient intacts, parce que les canons étaient encore trop en arrière pour l'atteindre. Les Néo-Zélandais arrivèrent donc devant une ceinture de barbelés allemands intacts sur un versant à découvert devant des pillbox et durent se masser aux ouvertures pour passer ce que les mitrailleuses allemandes attendaient exactement. Le feu venait sur eux de face et des 2 flancs à la fois. Les hommes qui atteignaient les barbelés y étaient abattus et ceux qui n'y arrivaient pas restaient cloués toute la journée dans des trous d'obus remplis d'eau où quiconque relevait la tête était touché. U-143 néo-zélandais sont officiellement comptés morts le 12 octobre, la plupart dans les 4 premières heures, sur environ 2700 pertes. À 15 heures, l'ordre tomba pour une autre attaque sur le même terrain, puis elle fut annulée au dernier moment. Les blessés restèrent donc sur le versant. Les ramener prit des jours, et cela ne réussit que parce que les Allemands cessèrent de tirer sur les équipes de brancardiers et les laissèrent travailler. Beaucoup d'hommes moururent là-bas avant qu'on puisse les atteindre. Le général Godley, commandant du corps, écrivit ensuite au ministre néo-zélandais de la Défense pour qualifier le 12 octobre, je cite, de « très belle journée de travail ». Il ne mentionna ni les barbelés intacts, ni le barrage défaillant, et il décrivit les pertes comme pas excessives. Il envoya le même rapport à Haig et à Plumer. 6 jours plus tard, le corps Anzac fut retiré de la ligne et les Canadiens furent envoyés pour prendre le village. Le commandant du corps canadien était Arthur Currie, et quand on lui dit ce qu'on envoyait ces hommes faire, il déclara que l'endroit n'en valait pas la peine et que les Allemands pouvaient bien le garder et pourrir dans la boue. Il dit aussi à Haig ce que cela allait coûter, soit 16 000 pertes canadiennes. Il fut désavoué, et le chiffre final s'établit à 15 654. Donc il avait eu tort d'environ 2%. Ce qu'il fit, en revanche, ce fut refuser d'attaquer tant que le terrain derrière lui ne supporterait pas l'avance. Son journal du 17 octobre dit que le champ de bataille est moche, qu'aucune récupération n'avait été faite et que très peu de morts avaient été enterrés. Pendant 2 semaines, ses ingénieurs et ses pionniers construisirent. Dans le seul secteur du corps canadien, ils posèrent plus de 3 km de double chemin de planche et plus de 6 km de voies de tramway. Et ils le firent à découvert, en pleine vue de la crête, sous le regard des artilleurs allemands, des centaines d'hommes furent tués ou blessés en construisant la route sur laquelle ils allaient ensuite attaquer. Le 20 et 1 octobre, un seul obus tomba au milieu d'une section du 123e bataillon de pionniers canadiens près de la gare d'Ypres,
et en tua 20 d'un coup. Les 20 sont enterrés côte à côte. Et le terrain sur lequel il posait ce chemin de planche avait encore les morts dedans, hommes et chevaux, issus des attaques déjà ratées là-bas, parce qu'on n'avait jamais pu les récupérer. Les attaques furent lancées les 26 octobre, 30 octobre, 6 novembre et 10 novembre. 4 actions préparées, chacune un coup bref avec les canons faisant l'essentiel du travail, c'est a. Dire à nouveau la méthode Plumer, sauf qu'elle s'exécutait désormais à partir des routes que Curry avait fait construire. Le 6 novembre, le 27e bataillon de Winnipeg traversa ce qui restait du village. Sauf qu'il n'y avait plus de village, pas de maison, pas d'église, pas de rue, juste une zone légèrement surélevée de poussière de briques et de boue avec un nom sur la carte. Et les hommes qui s'y tenaient debout ne pouvaient pas la distinguer du reste du terrain. Maintenant, les gens qui vivaient vraiment là. Avant la guerre, Passchendaele était un village agricole flamand en activité. Une église, quelques rues et les fermes autour. Ses habitants avaient été évacués tôt dans la guerre et vivaient ailleurs derrière les lignes allemandes depuis 3 ans. Donc les gens dont les maisons et les champs faisaient l'objet de tous ces combats ne virent jamais rien de tout cela. Ils revinrent sur une simple référence cartographique et ils reconstruisirent dessus. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des fermes sur ce terrain et pourquoi ces fermes remontent encore des obus et des corps, ce à quoi nous reviendrons. Alors, qu'a coûté tout ça? La réponse honnête, c'est que personne ne le sait et que ceux qui y ont consacré leur carrière ne sont pas d'accord entre eux. Les chiffres qu'on voit le plus souvent aujourd'hui tournent autour de 275 000 pertes pour l'Empire britannique et d'environ 200 000 allemandes. Mais ce n'est qu'un jeu de nombres parmi d'autres. Selon les sources, le total britannique va de 240 000 à 448 000 et le total allemand de 217 000 à 400 000. Donc, dans les deux camps, l'estimation haute est presque le double de la basse. Une partie de la raison, c'est que les deux armées ne comptaient pas la même chose. Les rapports allemands omettaient généralement les blessés légers, les hommes pansés qui restaient avec leur unité, alors que les Britanniques comptaient tout homme passant par un service médical. Puis, James Edmonds, l'historien officiel britannique, décida que les chiffres allemands étaient donc trop bas et leur ajouta lui-même environ 30%, ce qui explique une bonne partie des chiffres allemands les plus élevés qu'on trouve dans les vieux livres. Donc, quand quelqu'un vous donne un chiffre assuré pour Passchendaele, il vous donne en réalité un choix d'hypothèses, et il y en a plusieurs. Puis, il y a la valeur réelle de la crête. En mars 1918, les Allemands lancèrent leur offensive de printemps. En avril, ils attaquèrent la Flandre, et le saillant de Passchendaele, ce mince doigt de terrain enfoncé dans leur ligne, devint un endroit où l'on risquait d'être coupé. Plumer ordonna donc de l'abandonner. Le repli commença dans la nuit du 15 avril 1918, et les Allemands rentrèrent dans Passchendaele le 16. 100 jours de combat et 250 000 de pertes rendues en à peine 2 jours, sans bataille pour les reprendre, par le même commandement qui avait insisté pour les prendre. Le terrain fut repris fin septembre cette année-là, en quelques jours, et pour une fraction du coût, une fois que l'armée allemande se disloquait d'elle-même. Et puis, il y a les disparus. Quelques 42 000 corps ne furent jamais récupérés de cette bataille, et environ 90 000 ne furent jamais identifiés. Et dans les deux cas, ce sont des estimations plutôt que des comptes exacts, parce qu'on ne peut pas compter précisément la chose qu'on décrit. La porte de Menin, à Ypres, porte 54 896 noms d'hommes sans sépulture connus et le mémorial du Tyne-Cot en porte près de 35 000 autres. Ces deux monuments couvrent tout le saillant sur toute la guerre, pas seulement cette bataille. Et la seule raison pour laquelle il y en a deux, c'est que les noms ne tenaient pas sur un seul bâtiment. Alors, ils ont fixé une date limite au 15 août 1917 et ont inscrit le reste ailleurs. À Tyne-Cot même, sur environ 12 000 tombes, plus de 7 sur 10 n'ont pas de nom. Et si cette bataille a fait cela aux hommes, c'est à cause de ce que vous savez déjà du terrain. Des obus, tombant dans une boue liquide, ensevelissent tout ce qu'ils touchent. Les blessés glissaient dans des trous remplis d'eau et y restaient. Et chaque mètre carré était à nouveau pilonné pendant 3 mois. Donc,
Un homme enseveli une fois était déterré, puis enseveli à nouveau par le barrage suivant. Pour qu'un corps retrouve un nom, il faut qu'il soit retrouvé et qu'il reste identifiable. Et ce terrain était parfaitement capable de faire en sorte qu'aucune de ces deux choses n'arrive. Ce qui pose la question, qui a été envoyé pour les chercher ensuite? Pendant la guerre, les Britanniques recrutèrent environ 96 000 travailleurs chinois. La plupart étaient des paysans du Shandong, intégrés au Chinese Labor Corps. Et les contrats qu'ils signaient promettaient du travail à l'arrière, loin des combats. Ce n'est pas ce que beaucoup d'entre eux reçurent. Ils furent maintenus dans des camps clôturés, sous surveillance. On les identifiait par des numéros plutôt que par leur nom. Et quand la guerre se termina, on ne les renvoya pas chez eux. On les garda pour nettoyer le champ de bataille, ce qui voulait dire remonter les obus non explosés du sol, déterrer les morts et les réenterrer dans les cimetières où l'on peut encore se tenir aujourd'hui. L'un d'eux, Gu Jingjing, écrivit ensuite que les Anglais avaient dû être déterrés pour être enterrés. Près de 2000 moururent en Europe, et les derniers ne rentrèrent chez eux qu'en 1920. Une dernière chose sur la façon dont nous avons fini par imaginer cette bataille telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui. Le photographe officiel australien à Ypres était Frank Early, et ce sont ces images qu'on utilise chaque fois qu'il faut illustrer cette bataille. Certaines des plus célèbres ne sont pas des photographies de quoi que ce soit. Early les composait en chambre noire à partir de plusieurs négatifs. Il ajoutait des avions dans un ciel où il n'y en avait pas, ou une explosion derrière des hommes photographiés ailleurs, complètement. Son argument, c'était qu'une bataille moderne est tout simplement trop vaste pour tenir sur une seule plaque. Il essaya de faire autrement et, selon ses propres mots, le résultat était désespérant. Le montage composite était donc la seule façon de montrer à quelqu'un, resté à l'arrière, à quoi ressemblait vraiment cette chose. Charles Bean, l'historien officiel australien, les appela des faux et dit, je cite, « Nous n'en voulons à aucun prix ». Son argument, c'était qu'une photographie est un document, que des gens, un siècle plus tard, viendraient vers ces images pour comprendre ce qui s'était passé, et qu'y mettre des éléments qui n'y figuraient pas, c'était nous mentir. Ils se disputèrent là, dessus à partir de la fin septembre 1917. Early menaça de démissionner, et on arriva à un compromis. 6 montages lui furent autorisés pour une exposition. Le point délicat, c'est qu'ils avaient tous les deux raison, parce que les montages donnent bel et bien la sensation du lieu, mais ils ne sont pas une preuve. Et ce sont pourtant eux que la plupart des gens ont en tête quand ils imaginent Passchendaele. Le terrain, lui, n'a pas fini non plus. Environ 5 milliards d'obus ont été tirés sur le front occidental, et entre 1/4 et 1/3 n'ont pas explosé. En Flandre, ils sont tombés dans une argile molle qui les a recouverts et conservés. Donc, ils remontent encore. L'équipe de déminage de l'armée belge, le DOVO, récupère chaque année environ 200 à 250 tonnes de munitions non explosées, la plupart refaisant surface au printemps, lors des semailles, et à l'automne pendant les labours, quand les machines descendent assez profond pour les trouver. Les agriculteurs les empilent au bord du champ pour qu'on vienne les chercher, et les obus posés près d'un portail de ferme sont une vision banale sur les routes entre Ypres et Passchendaele. Une partie d'entre eux sont des obus chimiques, et le gaz moutarde ne se dégrade pas en quelque chose d'inoffensif. Donc, un obus rempli de gaz moutarde en 1917 en contient encore aujourd'hui à l'intérieur d'une coque d'acier rouillée depuis plus de 100 ans. Depuis l'armistice, quelques 360 personnes ont été tuées dans la région d'Ypres par ces munitions et plus de 500 blessés. Et il n'y a pas que des agriculteurs, parce que 2 ouvriers du bâtiment ont été tués à Ypres, même en 2014, en heurtant un obus en creusant sur un chantier. Le DOVO a perdu 23 des siens en faisant ce travail. Et les morts continuent aussi de remonter. Un agriculteur laboure un peu plus profond que d'habitude ou un entrepreneur creuse les fondations d'une maison. Et il y a des os. Parfois, il y a des boutons, des clous de bottes et une insigne d'épaule à côté. Et parfois, il reste assez
pour redonner un nom à un homme qui a été, pendant un siècle, l'un des 90 000. Cela arrive presque chaque année. On le réenterre dans l'un des cimetières, avec une cérémonie, et s'il a été identifié, sa famille l'apprend 4 ou 5 générations plus tard. C'est la partie de cette bataille qui est encore en cours.